C'est assez impressionnant de voir que tout secteur confondu, on a eu une multiplication par 3 entre 1960 et 2010, donc en l'espace de 50 ans. 300 km3 d'eau souterraine prélevée en 1960. Et là, en 2010, on était presque arrivé à 1000 km3, donc multiplication par 3 des prélèvements dans les eaux souterraines en l'espace de 50 ans. Si on télescope les courbes de changement climatique avec l'accroissement des prélèvements, effectivement, il y a de gros soucis. Donc, je m'appelle Olivier Petit, je suis maître de conférence en économie à l'Université d'Artois et je suis chercheur au Centre lillois d'études et de recherche sociologiques et économiques, qui est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Lille. Et en fait, depuis une vingtaine d'années maintenant, je travaille dans le domaine de l'économie écologique. Alors, l'économie écologique, en fait, c'est une façon de déconstruire les discours de l'approche économique dominante pour tenter de comprendre mieux les problématiques environnementales. La thématique sur laquelle je me suis notamment spécialisé dès ma thèse de doctorat que j'ai fait au tournant du siècle, du millénaire dernier, c'était sur la gouvernance des eaux souterraines. J'ai travaillé plus particulièrement en fait sur la nappe de Beauce avec une perspective internationale et comparative en me documentant, en essayant de comprendre comment les différents pays, les différents syndicats avaient pu mettre en place en fait des modalités de gestion de cette ressource. La nappe de la Beauce, elle est utilisée surtout pour l'agriculture, je suppose? Ouais, essentiellement pour l'agriculture. Après, les villes d'Orléans, de Chartres sont approvisionnées à partir de ces eaux souterraines, mais c'est l'activité agricole qui est justifiée principalement. Moi, je m'intéresse à cette question-là puisque c'est le volet agricole qui m'intéresse prioritairement. Et il y a plusieurs nappes? Il y a 13 couches en fait empilées, pas toutes localisées au même endroit, mais c'est une des nappes les plus importantes en France, presque 10 000 km². Parmi ces 13 couches, ça va très très loin en profondeur? Ça va à plusieurs centaines de mètres. Bon, l'essentiel en fait est exploité à faible distance. Il y a même des endroits en fait où lorsque la nappe est pleine, on a des résurgences de la nappe et il y a des champs qui sont inondés en période d'hiver. Donc c'est des nappes qu'on peut dire phréatiques. On a des problématiques girondines, on essaie de bien faire la part des choses entre nappe phréatique et nappe profonde. Parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens et des enfants en particulier, dès qu'on parle de nappe souterraine, c'est nappe phréatique qui vient et dire en quoi, à quel moment elles peuvent l'être et à quel moment elles sont un peu plus déconnectées du sol. En fait, ça dépend vraiment de la localisation. Par exemple, à la frontière entre le Loiret et l'Eure-et-Loire, là, vous avez vraiment la nappe qui est accessible. Et c'est là d'ailleurs que l'agriculture intensive s'est beaucoup développée, puisque l'irrigation a vraiment démarré dans ce secteur-là. Et puis, à d'autres endroits, là, on va accéder à une centaine de mètres avec un forage. Ce qui était intéressant en travaillant sur cette nappe-là, c'est que ça concernait à la fois deux grands bassins hydrographiques, puisqu'on est à cheval sur Loire-Bretagne et Seine-Normandie. On est aussi à cheval sur deux régions, la région Centre et la région Île-de-France, enfin, du moins les noms des régions à l'époque où j'y ai travaillé. Et puis on est également sur 6 départements, 3 qui sont situés dans la région Centre et 3 dans la région Île-de-France. Donc un complexe institutionnel qui était vraiment intéressant à étudier. En 2012, dans le cadre d'un programme de recherche qui s'appelle Groundwater Arena, qui était coordonné par Marcel Cuper, où on travaillait sur la gouvernance des eaux souterraines au Maghreb, j'ai été amené à travailler plus particulièrement sur l'aquifère du Saïs. On a beaucoup travaillé sur la question des inégalités d'accès aux eaux souterraines, sur la question des droits de propriété. Plus récemment, je me suis relancé dans un autre programme de recherche, toujours coordonné par Marcel Cuper du CIRAD, qui est en fait sur les questions de résilience autour de l'agriculture oasienne, avec la question des eaux souterraines, qui est évidemment un élément très structurant pour ce type d'agriculture, compte tenu des conditions climatiques du secteur. Un des enjeux qui est vraiment important par rapport aux eaux souterraines, c'est la question de la mise en visibilité. Et à travers les programmes de recherche sur lesquels moi j'ai été amené à travailler, on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas d'indices, à travers notamment les cultures, dans le domaine agricole c'est assez net, mais aussi à travers l'ensemble des ouvrages d'extraction d'eau, d'Exor, où on voit qu'il y a certaines illustrations, par exemple sur le type de moteur ou le type de dispositif d'approvisionnement énergétique. Là, à l'heure actuelle, ce qui se développe beaucoup, c'est l'exploitation des eaux souterraines à partir d'énergie solaire. Donc quels sont les grands aquifères que l'on peut recenser dans le monde? Les plus grands aquifères, on peut d'abord partir en Amérique du Nord, aux États-Unis. Il y a le fameux aquifère Ogallala, qui est en fait l'aquifère des Grandes Plaines, qui recouvre 450 000 km², donc c'est très vaste, qui couvre à peu près 80% des Grandes Plaines du nord au sud. Donc on est vraiment sur la diagonale qui sépare l'est et l'ouest des États-Unis, cette zone des Grandes Plaines, avec une exploitation vraiment intensive et des chutes importantes de niveau. Un autre aquifère dans l'Amérique latine, c'est l'aquifère Guarani, un aquifère qui est partagé. Alors dans le cas des États-Unis, c'était partagé entre 8 États américains. Ici, c'est un aquifère qui est essentiellement au Brésil, mais qui est aussi pour partie en Argentine, en Uruguay et au Paraguay. Les hydrogéologues et les géologues sont en conflit quant à savoir si c'est une seule et même entité souterraine ou si ça ne serait pas plutôt une mosaïque d'ensemble de petits aquifères. Mais toujours est-il que ceux qui proclament que ce serait un seul même grand aquifère considèrent que ça fait environ 1 million de kilomètres carrés. Donc on voit plus du double
de l'aquifère Ogallala. Il y a d'autres grands aquifères, il y en a notamment en Inde, dans le bassin de l'Indus, mais je voudrais insister sur ceux qui portent sur les zones sur lesquelles moi j'ai été amené à travailler en Afrique du Nord et au Maghreb, où vous avez notamment ce qu'on appelle le système SAS, le système aquifère du Sahara septentrional, qui est un système aquifère en fait qui est partagé entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie, qui représente une superficie d'1 200 000 km², plus de 2 fois la superficie de la France métropolitaine. Puis vous avez le système aquifère gréseux de la Nubie, qui là est partagé, donc c'est pas tout à fait les mêmes pays, mais il y a en partie la Libye également, et on retrouve également sur ces 2 millions de km², l'Égypte, le Tchad et le Soudan. Vous avez sans doute entendu parler de la rivière artificielle, qui est un grand projet en fait qui a même été soutenu par l'UNESCO et qui avait été lancé par Mouammar Kadhafi au milieu des années 1980. Un grand projet en fait d'extraction de ces eaux fossiles de l'aquifère nubien qui était destiné en fait à desservir en eau potable les villes situées sur le pourtour méditerranéen de la Libye, comme la ville de Tripoli, avec un ensemble de canaux de plusieurs mètres de diamètre, courant sur une distance de 1500 à 4000 km de canaux, 1300 puits et forages depuis le milieu des années 80. Alors évidemment, les canaux ont été endommagés lorsqu'il y a eu des interventions militaires. Cet aquifère-là, justement, c'est un aquifère qui se renouvelle ou c'est très fossile? En fait, c'est un aquifère fossile. Lors des périodes de glaciation, il y a plusieurs centaines de milliers d'années, voire même plusieurs millions d'années. Toute cette zone-là, et d'ailleurs, on a retrouvé des peintures ou des ossements d'animaux qui sont plus du tout dans la région à l'heure actuelle, mais c'était une zone humide où les eaux se sont trouvées à infiltrer sur ces grès et ces zones qui sont assez calcaires. Vous avez parlé de Tripoli, une des villes alimentées donc par cette nappe et par les canaux. Quelles sont les villes qu'on peut qualifier d'emblématiques par rapport à la ressource souterraine? Beaucoup de villes aujourd'hui en fait s'approvisionnent à partir de forages, prélèvent dans les eaux souterraines pour l'alimentation en eau potable. Il y a eu un développement assez conséquent de l'usage des eaux souterraines. L'usage agricole était sans doute un des premiers usages, mais c'est vrai que l'alimentation en eau potable, elle se fait beaucoup à partir des eaux souterraines parce que ce sont généralement des eaux qui sont de meilleure qualité. Donc on va retrouver des villes qui sont exclusivement dépendantes de l'eau souterraine pour l'alimentation en eau potable, dans des zones qui sont soit avec une ressource très abondante, par exemple la ville de Ribeirão Preto au Brésil est alimentée à 100% à partir des eaux souterraines, mais aussi dans certaines zones où il n'y a pas du tout de disponibilité des eaux de surface et en fait la seule ressource qui est disponible c'est cette eau souterraine. Dans le monde on estime qu'il y a 50% de l'alimentation en eau potable qui se fait à partir des eaux souterraines. Le principal usage historique c'est plutôt l'agriculture et ça reste encore en volume le principal usage. D'un pays à un autre et d'une région à une autre on va avoir des variabilités qui sont très fortes. D'après les données qui ont été collectées par un certain nombre de collègues à l'échelle internationale, avec toutes les limites aussi liées aux statistiques, il faut toujours prendre les statistiques qui sont fournies par les États avec beaucoup de prudence. On estime qu'environ 60 à 70% de l'usage des eaux souterraines, des prélèvements, sont pour l'usage agricole. Et les 30 à 40% qui restent, c'est à peu près moitié-moitié, usage industriel et usage urbain, alimentation en eau potable. Mais effectivement, comme je le disais tout à l'heure, vous allez avoir certaines zones où 100% de l'alimentation en eau potable va se faire à partir des eaux souterraines. Et donc on a toute une mosaïque, toute une grande variabilité en fait. L'élément qui est important quand même aussi à mentionner, c'est qu'il faut faire la différence entre les prélèvements en eau souterraine et la consommation d'eau souterraine. Alors je m'explique, l'eau qui est prélevée, c'est l'eau qui est extraite du sous-sol, et on considère que l'eau qui va être effectivement consommée, c'est celle qui ne retourne pas dans le milieu à une échelle locale et dans un temps assez proche. Donc typiquement, pour le refroidissement d'une centrale nucléaire ou un processus industriel, presque 100% de l'eau qui est prélevée va retourner dans le milieu, si bien que sur les 15% de l'usage mondial des eaux souterraines par le secteur industriel, en fait, le secteur industriel consomme très peu d'eau souterraine. A contrario, l'usage agricole fait que, comme c'est pour l'usage d'irrigation, et puis pour abreuver aussi le bétail, on sait très bien que par un processus d'évapotranspiration, d'évaporation de l'eau par les plantes, par le processus aussi de photosynthèse, on va retrouver l'essentiel de l'eau qui est prélevée, qui va être effectivement consommée par les plantes. Donc l'agriculture, c'est non seulement le premier secteur préleveur, mais c'est surtout le premier secteur qui consomme les eaux souterraines à l'échelle internationale. Et justement dans ces trois usages qui ne sont pas forcément les mêmes partout, est-ce qu'il y a des tensions entre utilisateurs et comment on les règle? Comme l'eau souterraine est peu visible, je dirais que les conflits sont aussi assez peu rendus publics.
Alors, il y a un certain nombre de cas qui sont bien connus, par exemple en Espagne, dans le bassin du Guadiana, dans certains parcs nationaux, il y a eu des conflits, on va dire, entre l'agriculture intensive et puis les protecteurs de l'environnement, notamment en lien avec la question des zones humides. Du fait de cette agriculture intensive et des prélèvements importants dans les eaux souterraines, ça mettait en danger la pérennité de ces zones humides. Et donc, on a des conflits typiques entre types d'usages. Donc, par exemple, l'usage environnemental, on pourrait dire en quelque sorte, soutien aux écosystèmes et aux zones humides, et puis usage agricole. Et puis ce qu'on constate aussi, et ça c'est un élément qui va de façon croissante avec les questions de changement climatique, c'est l'alternative entre l'usage agricole et l'usage urbain. J'ai des collègues notamment à l'Université d'Arizona qui ont beaucoup travaillé sur cette question. Est-ce que pour pouvoir continuer à alimenter en eau les villes, est-ce qu'il ne faut pas penser différemment l'approvisionnement et même l'irrigation, changer de culture? On voit qu'entre ces différents usages, effectivement, il y a des conflits qui ne se manifestent pas toujours de façon nette, mais où, à travers les discours, on voit quand même qu'il y a des arbitrages qui doivent être opérés pour savoir quel est l'usage qui est considéré comme prioritaire. Et souvent, l'usage prioritaire qui est considéré, c'est l'usage d'alimentation en eau potable. On a un peu renversé les priorités parce que jusque-là, la priorité c'était plutôt l'agriculture pour nourrir les populations. Et on commence à se dire on peut nourrir peut-être les populations différemment ou avec moins d'eau et il faut aussi alimenter les villes. L'agriculture, le grand souci à mon avis, c'est que précisément l'eau qui est utilisée pour l'irrigation ne sert pas que pour l'alimentation. Si c'était uniquement dans un but alimentaire, je dirais ça serait peut-être moins dramatique. Mais on sait qu'il y a tout un tas de fibres qui sont cultivées aussi pour se vêtir à partir des eaux souterraines. Il y a la production aussi d'agrocarburants, tout ce qui est par exemple canne à sucre, c'est pas pour manger du sucre, c'est pour en faire aussi de l'éthanol. Et donc on a un certain nombre de tensions, y compris dans l'usage agricole, entre l'usage alimentaire d'une part et puis l'ensemble des autres usages. Et c'est là que les priorités peuvent être aussi définies. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser massivement une eau qui localement va peut-être venir à manquer pour approvisionner des chaînes mondiales de production pour faire circuler des automobiles sur un autre continent, typiquement. Et est-ce qu'il y a une différence justement dans ces tensions quand on parle d'eau souterraine par rapport à quand il s'agit d'eau de surface, parce que le même partage se pose aussi sur les rivières et les fleuves, mais est-ce que la qualité supérieure des eaux souterraines crée une tension et un choix qui doit être différent, privilégier je pense l'eau potable par rapport à l'usage? Je pense que c'est l'argument principal effectivement, du fait que une bonne partie des eaux souterraines n'a pas besoin d'être traitée. On n'a pas besoin nécessairement d'avoir une usine de production d'eau potable pour traiter cette eau et alimenter. En France, la plupart des châteaux d'eau qu'on voit dans nos campagnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient directement l'eau brute, ils mettent un peu de chlore, histoire de limiter aussi la prolifération des bactéries. Et puis l'eau qui est distribuée dans le robinet, en fait, c'est une eau qui, hormis ce chlore qui est ajouté, c'est l'eau directement tirée de l'aquifère. Dans le cas des eaux de surface, là, on va avoir besoin d'un traitement qui va être beaucoup plus massif. Une fois qu'on a tout l'équipement pour extraire ces eaux souterraines, on peut dire que la production d'eau potable, elle n'a pas besoin vraiment d'être produite, mais l'eau potable qui est distribuée va être beaucoup moins coûteuse parce que justement il n'y aura pas de traitement à effectuer. Alors justement, cet arbitrage plutôt en faveur de l'eau potable pour ce qui est des eaux souterraines ne risque-t-il pas, dans certaines zones, de désavantager encore plus les eaux de surface qui vont être destinées à l'agriculture encore plus massivement? À l'échelle de l'Union européenne, l'objectif que la directive cadre a fixé, c'est le bon état qualitatif et quantitatif de l'ensemble des masses d'eau. Et parmi ces masses d'eau, vous avez des masses d'eau souterraines et des masses d'eau superficielles. On ne va pas privilégier une masse d'eau au détriment d'une autre, quoique dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les objectifs, par exemple en France, qui sont fixés, c'est l'atteinte d'une certaine proportion de masses d'eau qui vont être de bon état. Et celles qui sont vraiment de très mauvaise qualité, la question que le gestionnaire peut se poser, c'est de savoir s'il est nécessaire d'investir énormément d'argent pour restaurer la qualité, plutôt que de porter l'effort sur des zones où la qualité est relativement médiocre, mais pour laquelle on va pouvoir atteindre le bon état plus rapidement. Est-ce qu'il y a des régions justement dont les aquifères sont surexploités et aussi peut-être dégradés au niveau qualité, donc en danger? Il y a une cartographie qui a été effectuée, puis des travaux notamment qui ont été conduits par Jean Margat, qui est un grand hydrogéologue français, qui a publié il y a quelques années un petit ouvrage de synthèse sur les eaux souterraines qui est vraiment intéressant. Il liste les principaux pays qui prélèvent les eaux souterraines. Et en fait, c'est dans ces zones-là, là où on prélève le plus, que les enjeux évidemment de surexploitation sont parmi les plus importants. Un autre chercheur qui s'appelle Marc Giordano, en 2009, avait établi lui-même une compilation de statistiques qui montrait que par ordre décroissant, ce sont l'Inde, les États-Unis, le Pakistan, la Chine, l'Iran, le Mexique et l'Arabie Saoudite qui sont les principaux préleveurs d'eau souterraine dans le monde.
Mais précisément, c'est dans ces zones-là qu'on va retrouver le plus de problèmes à la fois qualitatifs et quantitatifs. Alors ça peut être des problèmes qualitatifs naturels, entre guillemets, par exemple l'arsenic. Il y a des zones, par exemple au Bangladesh, en Chine ou encore en Inde, qui sont assez connues pour avoir des très très fortes concentrations en arsenic, avec des problèmes notamment des maladies de peau, des malformations à la naissance, etc. Je pense que le cas indien est vraiment le cas emblématique, et ça c'est dû aussi à la concentration de la population, avec plus d'1,2 milliard d'habitants, sur un territoire qui est vaste, certes, mais avec une telle concentration de population, les proportions des aquifères qui sont surexploités en Inde sont vraiment très inquiétantes. Utiliser des pays n'a finalement que assez peu de sens quand on traite de la gestion de l'eau de manière générale et des eaux souterraines aussi, puisque dans un seul et même pays, vous avez des contrastes qui sont très importants. Sur la côte est américaine et dans le sud ou sur la côte ouest, vous allez avoir des situations qui sont très contrastées. Mais typiquement, tous les États du sud-ouest américain, la Californie, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Colorado, le Nevada, qui sont des régions désertiques ou quasi désertiques sur certaines parties, vous avez des gros problèmes de gestion quantitative, même si, compte tenu de l'argent qu'ils ont investi, ils ont aussi trouvé un ensemble de solutions techniques pour remédier aux problèmes. De solutions techniques aussi pour trouver de nouvelles ressources souterraines ? Pas nécessairement pour trouver de nouvelles ressources, mais plutôt pour faire par exemple de la recharge artificielle avec des canaux qui peuvent dériver sur plus d'1 millier de kilomètres. Il y a eu un gros projet qui a été lancé dans les années 80-90 en Arizona, qu'on appelle le Central Arizona Project, qui visait à desservir à partir des eaux du Colorado, tout au nord de l'État d'Arizona. L'Arizona, c'est presque aussi grand que la France, et qui visait en fait à desservir les villes de Tucson et de Phoenix à partir des eaux qui s'écoulaient le long de ce canal à ciel ouvert et qui arrivent à certains endroits dans des énormes lacs de percolation. Et ils stockent en fait l'eau de surface dans les réservoirs souterrains qui stockent pendant des mois, voire pendant des années. Et puis après, il y a tout un tas de systèmes aussi de transactions entre les États, puisque bon, ça c'est le cas particulier du droit américain de l'eau, où chacun des États a droit à une certaine portion du débit du fleuve Colorado. Et donc, si pendant un moment, par exemple, le Nevada a besoin d'eau, il peut mettre en place un système de transaction avec l'Arizona. L'Arizona va laisser couler l'eau vers le Nevada et va pouvoir puiser en fait dans cette réserve souterraine qu'on appelle des banques d'eau. Donc il y a des systèmes en fait qui sont à la fois techniques et économiques que je préconise pas du tout en fait. Je suis assez critique vis-à-vis de ce type de système-là, mais c'est intéressant aussi de se rendre compte que quand on est dans des situations qui sont les pays sur lesquels je travaille essentiellement au climat semi-aride et aride, si on est dans un pays pauvre ou si on est dans un pays très riche, répondre au même type de problématique va être complètement différent puisqu'il y en a qui vont avoir les moyens, ils vont investir des millions ou des centaines de millions de dollars pour permettre à toute une classe aisée de riches américains qui veulent passer leur retraite dans des zones où il y a des golfs, au milieu du désert, d'avoir de l'eau en quantité pourvu qu'ils la payent et que le projet permette ça. Le projet, là, c'est de stocker en souterrain. Avec le changement climatique, stocker en surface, on perd aussi par évaporation. Bien sûr. Alors que l'avantage du souterrain, c'est peut-être d'avoir moins de pertes. On voit que les techniciens sont de plus en plus portés sur ce type de solution, tout comme les usines de dessalement d'eau de mer, qui peuvent être un moyen de remédier à la situation. Mais en fait, le problème qui se pose essentiellement quand on est face à ce type de situation, c'est qu'on ne prend pas le problème à la racine. C'est-à-dire qu'on a un modèle de développement économique qui est basé sur une utilisation intensive des eaux souterraines, et plutôt que de changer par exemple le type de culture, arrêter de faire du maïs dans le sud de la France, typiquement, on va essayer de trouver un moyen technique de continuer à accroître l'offre d'eau disponible. Tous ces moyens techniques-là, finalement, ne font que repousser le problème. Penser en fait par la technique l'augmentation de l'offre, c'est quelque chose qui va peut-être remédier à la situation sur le court terme, mais penser la gestion de la demande, diminuer la quantité d'eau pour l'ensemble des usages qu'on a évoqués tout à l'heure, l'usage domestique, à travers tout un tas de mécanismes qui sont assez simples dans son domicile, dans des processus industriels, voire avec des techniques qui vont limiter la quantité d'eau utilisée par exemple en agriculture, ou changer de type de culture pour aller vers plutôt des cultures pluviales plutôt que vers des cultures irriguées. Ça peut être un moyen qui, à long terme, à mon avis, est beaucoup plus efficace pour gérer la ressource dans une perspective de développement durable.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au départ, l'idée du SMEGREG par rapport à la problématique de cette recharge moins forte que la consommation, c'était non pas de jouer sur la demande, mais de trouver d'autres solutions, d'autres nappes ou d'autres endroits plus productifs. Et maintenant qu'on a fait peut-être un peu le tour aussi de cette possibilité-là, on joue sur la demande. L'idée initiale était d'accroître le potentiel plutôt que de diminuer la demande. Les lobbies, par exemple, dans le secteur agricole sont tellement puissants, il y a une schizophrénie en quelque sorte des pouvoirs publics qui d'un côté sont pour la préservation de l'environnement et des ressources, et d'un autre côté sont aussi pour poursuivre vers un type de croissance économique qui certes serait peut-être une croissance verte, mais qui reste quand même un objectif en soi, et qui fait que bien souvent en fait on se rend compte que qui finit par gagner, et en fait ce sont les lobbies les plus puissants et qui maintiennent le statu quo. Alors l'exemple sans doute le plus emblématique, c'est dans le sud-est de l'Espagne, dans la région d'Almeria, et ces grandes serres plastiques, c'est la représentation, la visualisation qu'on peut se faire de l'usage des eaux souterraines pour la production, là-bas, essentiellement de tomates. Les problèmes qualitatifs sont désastreux dans l'aquifère qui dessert la région d'Almeria. La solution qu'ils ont fini par trouver, c'est des transferts massifs à partir d'un cours d'eau pour utiliser davantage d'eau de surface. Et puis aussi cette grande usine de dessalement d'eau de mer où on finit par avoir de l'eau qui est disponible, mais alors à un coût au mètre cube qui devient complètement prohibitif. Mais compte tenu des marges que se fait l'agro-industrie sur la vente de ces tomates, avec en plus des conditions sociales d'exploitation qui sont désastreuses, c'est une espèce de course effrénée qui va je ne sais où. Je croyais que le dessalement était presque strictement consacré à l'eau potable. Là, le dessalement ne sert pas pour l'agriculture, mais pour compenser justement le fait que l'agriculture prélève au détriment de l'alimentation en eau potable d'Almeria, si bien que plutôt que Almeria s'approvisionne à partir de l'eau qui en plus est devenue de moins bonne qualité à partir de cet aquifère, il trouve un moyen de dire on va consacrer l'essentiel de la nappe pour le secteur agricole, qui est en plus le secteur économique florissant de la région, et le dessalement va servir pour l'alimentation en eau potable. Plutôt que de penser le système dans son ensemble en disant voilà l'eau dont on dispose, et avec ça, on essaie de raisonner le développement économique et social de la région. C'est la course effrénée vers la technique, avec des effets contre-productifs. En France, on a un certain nombre de lois sur l'eau, 64, 92, les sages, etc. Donc comment ça se passe en France et en Europe et dans le monde? Comment on s'organise pour gérer la ressource et gérer les usages et les conflits d'usage éventuels? On connaît bien en France les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui avaient été précédés pour les eaux de surface par des contrats de rivière. L'idée en quelque sorte que l'ensemble des usagers va se mettre autour de la table, les pouvoirs publics, l'État, les collectivités territoriales, les représentants des usagers, pour décider de la gestion à long terme d'une ressource. Il existe des contrats de nappe en France qui avaient été initiés dès les années 90, avant même que des sages importants sur les eaux souterraines. D'ailleurs, je crois que c'est le sage nappe profonde de Gironde qui a été sans doute le premier à l'échelle nationale en France à être mis en place sur l'eau souterraine. Le sage de la nappe de Beauce, porte à la fois sur les eaux de surface et sur les eaux souterraines. Il a suivi de quelques années. Ça a dû être initié à peu près à la même époque. Pour la nappe de Beauce, ça a été entériné seulement au début des années 2000. Cette période-là, du milieu des années 90, c'est une période qui est assez charnière. Il y a différents types de régulation ou de gestion. Il y a la gestion par les pouvoirs publics, la régulation et la gestion par les communautés locales. Et puis, il y a tout un tas de processus qui sont des mécanismes, on va dire, plutôt hybrides, de cogestion entre les pouvoirs publics et les usagers. En fait, c'est ce dernier mécanisme qui est dominant. Et typiquement, les pouvoirs publics ont mis en place, à différents moments dans l'histoire et suivant les pays, un certain nombre de régulations. C'est d'abord en fait des approches de type réglementaire, par exemple des interdictions, des autorisations si on veut réaliser un forage, des interdictions d'irriguer. On a chaque année, quand on est en période de sécheresse, des arrêtés sécheresse aussi qui limitent, par exemple, l'arrosage des jardins, le lavage des voitures, le remplissage des piscines. Donc typiquement, on voit que c'est le réglementaire qui est un des premiers instruments qui est mis en place par les pouvoirs publics, avec des effets parfois assez contre-productifs. J'ai une anecdote sur le cas de la nappe de Beauce. Dans les années 90, quand il a commencé à y avoir un conflit d'usage sur un petit cours d'eau exutoire qui était une résurgence de la nappe, qu'on appelle la CONI, les premiers arrêtés préfectoraux qui ont été pris par les préfets de département, ça a consisté à interdire l'irrigation certains jours de la semaine. Alors ce qui était complètement contre-productif, vous aviez certaines exploitations agricoles qui étaient à cheval sur 2 départements, puisque évidemment le périmètre de l'exploitation agricole n'est pas strictement réservé à un département. On pouvait interdire d'irriguer dans le Loiret le lundi et en Eure-et-Loire le mardi, mais votre champ, s'il est à cheval sur les 2 départements,
ça posait un certain nombre de problèmes. Et en plus de ça, l'arbitraire de décider que ce soit le lundi ou le mardi n'avait pas grand sens par rapport en fait à la météo. Parce que si le lundi c'était interdit d'irriguer, mais les cultures en avaient particulièrement besoin parce que les jours précédents avaient fait très sec, alors qu'un autre jour on aurait l'autorisation d'irriguer mais qu'il pleuvait, c'était assez surprenant. Donc ça, c'est la première gamme d'instruments, les instruments réglementaires. Et puis après, vous avez tout un tas d'instruments économiques de type taxes, redevances, qui sont bien connus dans les gens qui travaillent un peu sur le système des agences de l'eau en France. La France est le pays qui est réputé avoir été le premier pays à avoir mis en place en fait ce type de redevance incitative. Donc l'idée, c'est quelques centimes par mètre cube ou quelques dizaines de centimes par mètre cube qui vont être affectés à un pot commun qui va être géré en fait par le comité de bassin et qui va servir à financer un certain nombre de travaux, par exemple pour les eaux de surface, de rénovation des berges des cours d'eau ou pour des stations d'épuration, aider à travers des subventions. Une fois qu'on a collecté ces taxes, qu'on appelle redevances, ce sont des redevances vraiment affectées dans le secteur de l'eau, qui vont permettre ensuite de mener un certain nombre de travaux. Le gros problème avec ces instruments économiques incitatifs, c'est que le niveau de la redevance est beaucoup trop faible pour que ça joue effectivement un rôle incitatif sur le comportement des utilisateurs. Et pendant très longtemps, typiquement dans le secteur agricole en France, il n'y avait pas de redevance en fait sur les quantités prélevées par l'agriculture, si bien que c'était un peu open bar. Dès lors qu'on avait le forage, qu'on avait l'autorisation, alors là on pouvait prélever autant qu'on le souhaitait. Ça a produit beaucoup de phénomènes de surexploitation. Vraiment, quand on parlait tout à l'heure des années 90, qui était le moment un peu charnière où on a commencé à se préoccuper de cette question des eaux souterraines, c'est là que le secteur agricole a été mis un peu à contribution, à mon sens pas suffisamment. Pour l'essentiel, on sait que les agences de l'eau, leur programme d'intervention est financé à plus de 80% par les usagers de l'eau du robinet, alors que c'est sans doute pas ceux qui ont l'impact qualitatif et quantitatif qui est le plus important par rapport à la gestion de l'eau. En tous les cas directement, parce qu'indirectement c'est eux qui consomment aussi le produit agricole. Voilà, on peut le voir aussi comme ça, effectivement. Il ne faut pas stigmatiser ni le monde agricole, ni les agriculteurs, vous avez raison de le rappeler. Donc ça, c'est la première série, on va dire. La gestion des eaux souterraines, elle va reprendre finalement les recettes qui avaient été mises en place pour les eaux de surface, avec des succès divers. Le deuxième modèle, alors qui est plutôt inspiré de ce qu'on appelle la gestion par les communautés, c'est un modèle qui est un peu idéal typing, dans le sens où c'est avancé par un certain nombre d'auteurs, par exemple dans la littérature scientifique. Mais quand on essaie de rechercher les endroits où effectivement ça a été mis en place, on se rend compte que souvent les pouvoirs publics en fait jouent un rôle qui est loin d'être négligeable. Donc l'auto-gestion par les communautés d'usagers, c'est d'autant plus rare à observer que bien souvent lorsque les agriculteurs par exemple font le pas de passer des eaux de surface aux eaux souterraines, c'est pour ne pas retrouver toutes les contraintes du collectif. C'est-à-dire que la gestion collective de l'eau d'irrigation sur les eaux de surface, traditionnellement, ça a été mis en place à travers des canaux d'irrigation avec des tours d'eau. Et donc, il faut que le collectif décide d'un certain nombre de règles pour qu'ils se répartissent la ressource. Or, avec les eaux souterraines, ce qui fait tout l'intérêt, notamment pour les agriculteurs, c'est qu'ils peuvent être pleinement en charge individuellement de leurs ressources. Et ils ne partagent plus. Alors, il en existe, par exemple en Turquie, il y a des puits collectifs qui sont financés par la collectivité avec des systèmes aussi de tours d'eau qui sont réinstaurés, mais c'est assez rare. Et là encore, quand je dis que c'est la communauté qui le met en place, les pouvoirs publics sont intervenus. Donc en fait, ce qui va être majoritaire, c'est une forme d'hybridation dans les modalités de gestion entre des communautés, mais qui sont soutenues par les pouvoirs publics, à travers par exemple des subventions ou à travers des orientations qui sont prises par les pouvoirs publics, avec tout un tas d'instruments hybrides de gestion. Et ça, c'est ce qu'on observe vraiment à l'échelle mondiale. Ce qu'on a notamment mis en évidence dans le petit document, le Policy Brief de l'Agence française de développement qu'on a coordonné avec Stéphanie Léronas et tout un collectif d'une vingtaine de chercheurs et de gestionnaires. Quand il y a des mesures d'interdiction, de planification, etc., est-ce que c'est bien respecté et est-ce que les pouvoirs publics ont les moyens, si ce n'est pas forcément respecté à la lettre, de vérifier et de le faire respecter? Précisément, vous mettez exactement le doigt sur un des problèmes principaux. Bien souvent, on constate des phénomènes de corruption dans de très nombreux cas, ou alors des arrangements où on comprend que compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la schizophrénie des pouvoirs publics entre d'un côté promouvoir le développement agricole, le développement industriel et en même temps la protection de l'environnement,
mais sans que la priorité soit toujours mise sur la protection de l'environnement. On ne va pas donner les moyens aux agences ou aux agents qui sont chargés de faire respecter en fait les dispositions qui ont été prises. Il y a des missions interservices de l'eau, par exemple en France, qui sont attachées aux préfectures, mais dans la plupart des départements, c'est une personne équivalente en plein pour couvrir l'ensemble du département, sachant que derrière, une fois qu'ils ont relevé une infraction, par exemple un agriculteur qui a dépassé la quantité d'eau qui lui avait été attribuée ou qui est en train d'arroser allègrement la route, et ça on le voit encore aujourd'hui régulièrement, au lieu d'arroser ses cultures, bien souvent ce sont des avertissements qui sont donnés, mais on ne va pas aller se frotter à un système où on sait très bien que les syndicats agricoles vont tout de suite crier au loup pour acheter en quelque sorte la paix sociale. C'est là qu'on se rend compte aussi que cette question de la gestion de l'eau, elle est déterminante. Assurer l'approvisionnement en eau pour l'ensemble des usagers, c'est une façon aussi d'atténuer les tensions et pointer du doigt ceux qui contreviendraient aux règles qui ont été édictées, mais bien souvent en fait c'est complètement contre-productif. Et d'ailleurs dans le cas que je mentionnais tout à l'heure en Espagne, de ce parc national où il y avait un conflit entre les protecteurs de l'environnement et les agriculteurs, l'État espagnol avait décidé des fermetures de captage de forage, mais en fait ça n'a jamais été mis en œuvre. C'est pas très rassurant ce que je dis. Si je reprends la gamme de tous les instruments que je mentionnais tout à l'heure, les instruments réglementaires sont très peu respectés parce qu'on n'a pas les moyens ou la volonté de les faire respecter. Les instruments économiques ne sont pas très efficaces parce que le niveau des redevances ou des taxes est trop faible. Et après, là où on peut trouver peut-être une issue, c'est dans ces instruments hybrides où on essaie à la fois, et c'est pour ça que la médiation scientifique, tout le travail que vous faites de votre côté me semble déterminant aussi pour sensibiliser les populations de telle manière que par eux-mêmes, à travers les incitations aussi des acteurs publics, on puisse trouver des arrangements où les acteurs se mettent d'accord. Et c'est sans doute une des réussites du SAGE de la nappe de Beauce, c'est d'avoir permis aussi à la profession agricole, avant même que le SAGE ne soit adopté, d'être elle-même force de proposition sur les limitations qui seraient proposées aux agriculteurs. Donc les agriculteurs eux-mêmes ont pris en charge cette question-là, et puis après ça a été repris en main par le SAGE. Donc on peut dire qu'en France et même peut-être en Europe, on a les outils réglementaires pour résoudre les problèmes, en tous les cas pour les régler, mais il faut les mettre en application et c'est pas évident parce qu'il y a la gestion du court terme et du long terme qui se télescopent. Je serais peut-être un petit peu moins enthousiaste quant à l'idée. Oui, on a peut-être les outils, mais malgré tout, il y a encore quelques soucis, y compris en Europe. Ça veut dire qu'il faudrait des outils complémentaires ou supplémentaires ? Il faudrait savoir où est l'ordre des priorités. On sait que par exemple, les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, c'est des documents qui sont supérieurs aux plans locaux d'urbanisme ou au schéma de cohérence territoriale. Donc pour tout ce qui est aménagement de l'espace, il faut que ce soit conforme aux SDAGE, que les SAGE aussi ont une portée réglementaire, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. Sur toute une chaîne de décision, il faudrait donner encore plus de poids finalement à la dimension protection de la ressource. C'est une perspective de gestion de l'eau en patrimoine commun. Si on parvient à mettre l'ensemble de ces éléments-là au-dessus des décisions qui peuvent être prises dans tous les autres secteurs, on sera peut-être plus efficace pour résoudre les problèmes. Alors moi je parle essentiellement des problèmes quantitatifs, mais sur le plan qualitatif, je ne veux pas les stigmatiser une fois encore, mais ça fait des décennies que la profession agricole ou les syndicats agricoles nous disent on met juste ce qu'il faut en termes d'engrais, en termes de pesticides. Mais quand on voit les chiffres des ventes d'engrais et de pesticides, ça ne fait que croître. Pourtant, les superficies agricoles diminuent. Les agriculteurs achètent, mais ils ne s'en servent pas. Il faut qu'on m'explique. Au niveau mondial, est-ce qu'on a les outils ? Est-ce que les pays ont les outils, dans les pays sensibles en particulier, je pense à l'Inde ou au Pakistan ou même aux États-Unis, de gérer et de bien gérer à court terme et surtout à moyen ou long terme ? À l'échelle internationale, je dirais que c'est très contrasté et ça tient aussi aux moyens financiers dont je parlais tout à l'heure. Il y a certains pays qui vont avoir les moyens financiers et qui souvent d'ailleurs vont se tourner vers des solutions techniques plus que vers les solutions que je mentionnais tout à l'heure, plutôt réglementaires, économiques ou participatives. Là où est souvent le problème, c'est qu'on a eu tendance à faire du copier-coller des lois d'un certain nombre de pays vers par exemple des pays en développement. Typiquement, tout ce qu'on appelle la doctrine de la gestion intégrée des ressources en eau, c'est un élément de conditionnalité pour beaucoup de pays en développement d'avoir une loi sur l'eau qui indique qu'on respecte la gestion par bassin versant et les principes de la gestion participative. Donc ils vont bien l'inscrire dans la loi. Et quand on va après sur le terrain, qu'est-ce qu'on peut constater ? C'est que l'ensemble des hiérarchies sociales ne sont absolument pas remises en cause. Les dispositifs qui sont censés être de la gestion participative, curieusement, bénéficient essentiellement à la jante masculine. Où sont les femmes dans les processus de décision ? Et ces questions-là, évidemment, c'est compliqué de les résoudre. C'est aux pays eux-mêmes de mettre en place leurs propres outils. Le grand défaut dans le domaine de la gestion de l'eau à l'échelle mondiale, c'est que précisément, on est avec des modèles hérités des pays occidentaux et qui ont la volonté de s'appliquer à des pays en développement,
qui n'ont pas les structures sociales pour que ces modèles puissent efficacement être mis en place. Or, il y a tout un tas de modèles qui sont ancestralement existants dans beaucoup de pays en développement, notamment sur la gestion participative ou communautaire, où il faudrait pouvoir laisser davantage d'autonomie à ce que les règles soient édictées par ces communautés à l'échelle locale, plutôt que de venir avec un ensemble de principes déjà tout prêts. Mais est-ce que justement ces méthodes ancestrales, elles sont encore valides aussi, entre guillemets, par rapport à la percussion du monde industriel qui arrive par-dessus? En fait, ce que je dis là, effectivement, c'est sans doute beaucoup plus valable pour les eaux de surface que pour les eaux souterraines, parce que le changement que je mentionnais tout à l'heure sur le passage de la gestion collective à la gestion individuelle à travers l'accès aux eaux souterraines via des forages fait que de toute façon on casse tous ces systèmes de gestion communautaire qui n'ont plus vraiment de sens à fonctionner dès lors que chacun peut avoir son propre approvisionnement. En février dernier, j'étais au Maroc dans la vallée de Todra, qui est le site sur lequel on travaille dans le cadre du projet de recherche dans lequel je suis impliqué. En discutant avec les représentants des agriculteurs et des irrigants, ils expliquaient qu'il y a eu une perte de tous ces processus de gestion collective, d'entretien, quand il y avait par exemple des inondations, que les canaux étaient endommagés par une crue soudaine. L'ensemble du village, en fait, sans contrepartie financière, venait et aidait pour l'entretien de ces canaux. De la même manière, sur les palmiers dattiers, pour éviter que les branches des arbres ne se touchent les unes les autres, il y avait une taille qui était faite avec une organisation collective. Et ce que eux identifiaient comme étant un des facteurs qui a limité finalement cette dimension collective ou communautaire, ça a été la construction d'une route qui a permis l'arrivée massive de tout un tas de produits qui venaient des grandes villes et qui a permis aussi les déplacements de population où les gens ont fini par se dire mais finalement plutôt que de rester au village, peut-être que je gagnerais mieux ma vie, on ne peut pas leur reprocher en allant à la ville. En lien avec ça, l'arrivée de la télévision qui offre en fait en quelque sorte une fenêtre avec un monde parfois un peu fantasmé sur ce qui peut se passer ailleurs à l'étranger ou dans d'autres grandes villes. Ces agriculteurs se plaignaient du fait que leurs enfants ou leurs petits-enfants ont préféré passer leur temps sur leur canapé plutôt que de grimper dans les arbres pour tailler les branches ou d'entretenir ces canaux d'irrigation. Donc c'est un peu caricatural ce que je dis là. On a quand même un changement qui s'est opéré assez fortement à partir des années 60 dans beaucoup de zones. Tous ces mécanismes de gestion communautaire fonctionnait aussi sur la hiérarchie sociale, avec parfois des sociétés de caste. On peut penser au Sénégal ou à Madagascar, on parlait de l'Inde tout à l'heure. L'idée, c'est pas du tout de fantasmer autour de c'était mieux avant, mais malgré tout, quand on essaie de repenser cette dynamique de gestion collective, avec un certain nombre de règles auxquelles la société se conforme dans l'intérêt de la préservation de la ressource, il faut peut-être s'appuyer sur cette histoire-là pour essayer d'en conserver le meilleur et puis d'évacuer évidemment le pire. On ne peut pas greffer des modèles sans tenir compte du terrain. Voilà. Par rapport à toutes ces problématiques de réglementation, de mise en application de réglementation, de ressources elles-mêmes, à la fois en quantité et en qualité, depuis quelques années, le problème climatique, la pression démographique aussi, on parlait de l'Inde dans certains endroits, et climatique par-dessus, pose encore de nouveaux problèmes ou accroît les anciens. Oui, je pense que c'est un effet amplificateur de tension. Alors moi, je ne veux pas du tout rentrer dans le discours sur le 21e siècle sera le siècle des guerres de l'eau et le fait que ça exacerbe les conflits. Si on essaie de conserver un message optimiste, je pense que ça doit nous pousser à essayer d'identifier des solutions innovantes. Peut-être aussi de laisser de côté, parce que le domaine de l'eau a été beaucoup influencé par les techniciens, notamment par le génie civil, par cette idée que la construction d'infrastructures à travers des barrages, des retenues, les fameuses bassines qui sont considérées comme étant une des solutions face à la sécheresse pour stocker de l'eau pour la période estivale. Je pense qu'il faut vraiment essayer de trouver des solutions à travers des mécanismes de gestion qui donnent la part belle à l'inventivité humaine plutôt que de tout faire reposer sur cette technique. Une des dérives à laquelle nos sociétés sont confrontées aujourd'hui, de penser que l'innovation technologique, la construction d'infrastructures vont remédier aux problèmes, je pense que c'est une vue qui est vraiment à court terme. Donc le changement climatique, s'il peut nous aider, plutôt que d'aller dans cette voie de construire de nouveaux barrages, construire des retenues collinaires, voire même se lancer dans des systèmes d'innovation comme le goutte à goutte en disant ça va être la porte de sortie par rapport aux problèmes qui nous concernent, je pense que c'est faire fausse route et plutôt travailler sur une gestion raisonnée de la demande en eau, c'est-à-dire des besoins, de quoi on a vraiment besoin, qu'est-ce qui est indispensable. Est-ce qu'on a vraiment besoin de cultiver du maïs dans le sud-ouest de la France ? Je pense pas. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de tenir compte des conditions climatiques des zones dans lesquelles on se trouve pour se développer en concordance avec ça plutôt que de vouloir toujours repousser les frontières de la technique. Le goutte à goutte, qui est souvent présenté comme une innovation qui permet de faire des économies d'eau,
En fait, j'ai des collègues qui ont travaillé sur cette question-là au Maroc et qui en fait se sont rendus compte que non seulement la mise en place du goutte à goutte au Maroc dans la zone sur laquelle ils ont travaillé dans l'aquifère du Saïs avait conduit à presque un doublement de la superficie irriguée. Donc en fait, c'est un mécanisme incitatif. Évidemment, vu que la superficie irriguée avait augmenté, même si à l'hectare on utilise moins d'eau, en fait, globalement, ça a une incidence beaucoup plus importante sur la ressource en eau. Une solution qui apparaît comme étant spontanément presque une bonne idée, finalement, on finit par avoir un effet contre-productif. C'est ce qu'un économiste, William Stanley Jevons, qui a mis ça en évidence. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, qu'on appelle aussi l'effet rebond. Dès lors qu'on a des gains de productivité, en fait, on a une incitation à consommer et produire davantage. Et là, on le voit très clairement dans le domaine des eaux souterraines, à travers cette innovation du goutte à goutte. C'est l'accroissement des échelles qui pose problème un petit peu partout. Vous avez parlé d'usage écologique. On connaît surtout à l'échelle des cours d'eau, puisqu'il y a des débits réservés ou ce qu'on appelle les débits environnementaux. À l'échelle internationale, il y a de plus en plus de mécanismes de paiement pour services environnementaux qui sont mis en place justement pour réserver en fait ces débits. Et y compris même des marchés de droits d'eau qui sont mis en place dans l'Oregon ou en Californie, où vous avez des associations de protection de l'environnement. Aux États-Unis, vous avez une partie des débits qui est associée à des droits d'eau. Il y a des associations qui ont, plutôt que ce soit les agriculteurs ou les industriels ou les municipalités qui utilisent l'essentiel de la ressource, qui vont acheter des droits d'eau pour permettre la préservation du saumon, par exemple. Mais les usages environnementaux, aujourd'hui, heureusement qu'on les met en avant, avec toutes les dérives aussi quant aux instruments économiques pour les gérer. Utiliser des systèmes de marché de droit, je ne pense pas que ce soit une solution. On est dans un État jacobin en France. Le domaine régalien éminent de l'État demeure encore très fort. Et c'est vrai que réserver une partie des débits pour les usages environnementaux, comme c'est le cas en France, je pense que c'est plutôt la piste vers laquelle il faudrait aller. Puis aussi, il y a la variabilité. Si maintenant on n'est plus sur des régimes de pluie avec des gros orages, la recharge des nappes, on le sait bien, elle se fait dans nos contrées, on va dire entre octobre et mars. Mais si on est sur des hivers où on va avoir des gros orages et où il va y avoir des écoulements superficiels, où l'eau va partir vers les cours d'eau plutôt que de s'infiltrer dans la terre, on peut aussi avoir un impact sur la recharge des nappes. L'évolution du climat, elle pose des redoutables problèmes à long terme. La quantité d'eau disponible sur Terre sera toujours la même, mais l'eau effectivement mobilisable pour les usages continentaux, environnementaux et puis l'ensemble des usages humains va poser de plus en plus de problèmes. On est dans la région des Hauts-de-France, qui est réputée pour être une des zones où l'agriculture est fortement développée. C'est la culture de betteraves et la culture de pommes de terre. Au mois de septembre, ils arrosent, mais alors dans des quantités astronomiques, les canons d'irrigation qui fonctionnent à plein régime. C'est uniquement pour le confort de l'extraction de la pomme de terre. Donc utiliser de l'eau uniquement pour le confort de l'extraction de la pomme de terre, je me dis, mais on marche sur la tête.